Nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est achevée ce dimanche à Freetown en Sierra Leone. Les dirigeants ouest-africains ont échangé sur les grands défis de la sous-région. Le président Romuald Wadani y participait pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême. Le compte rendu dans cette édition. Le rideau est tombé sur la Coupe du Monde 2026 au thème d'une finale. Disputée entre l'Espagne et l'Argentine, la Rora a été sacrée championne du monde en s'imposant face à l'Albiceleste. Retour sur les temps forts de cette rencontre dans ce journal. À l'international, le Royaume-Uni ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Andy Bourham est officiellement entré en fonction ce lundi comme Premier ministre succédant à Keir Starmer. Bienvenue à toutes et à tous. Quelques mois après son accession à la magistrature suprême, le président béninois Romuald Wadani a pris part ce dimanche à Freetown à son premier sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une première participation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO marquée par des échanges sur les grands enjeux de la sous-région. Retour sur cette rencontre dans ce récit. Le président béninois Romuald Wadani a effectué ce dimanche 19 juillet 2026 sa première participation à un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'occasion de la 69e session ordinaire de l'organisation organisée à Freetown en Sierra Leone. Présidé par le chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio, alors président en exercice de la CEDEAO, cette rencontre a rassemblé 11 chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs responsables des institutions communautaires, diplomates et partenaires de l'organisation. Les discussions ont porté sur plusieurs questions prioritaires, notamment le renforcement de la stabilité politique, la consolidation de la démocratie, la relance économique, l'accélération de l'intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la lutte contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires qui continuent de fragiliser la sous-région. Le sommet a également été marqué par un changement à la tête de l'organisation. Les chefs d'État et de gouvernement ont désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme nouveau président en exercice de la CEDEAO. Il aura pour mission de conduire les actions de l'organisation et de poursuivre les efforts en faveur de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. Ce vendredi à Cotonou, 2 accords de financement d'un montant total de 320 millions de dollars américains ont été signés entre les deux parties. Ces ressources sont destinées à soutenir des projets structurants dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la nutrition et du développement humain. Suivons ensemble les précisions du ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons effectivement signé 2 accords de financement avec le groupe de la Banque mondiale. Le premier accord porte sur un montant de 150 millions de dollars US pour lancer les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Dogobis. Alors il faut comprendre que c'est un barrage important pour nous. C'est un barrage qui va produire plus de 120 MW, qui va permettre d'irriguer plus de 170 000 hectares de terres agricoles, qui par la suite va permettre de générer plus de 180 000 emplois. Le deuxième accord de financement porte sur un montant de 170 millions de dollars US pour financer le programme de nutrition du Bénin. Vous savez qu'il y a un programme de nutrition qui est en cours, qui permet aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de moins de 2 ans d'avoir accès à des suppléments nutritionnels.
pour améliorer la santé des enfants. Et vous savez, la qualité de l'alimentation, de la nutrition des enfants au cours de cette période détermine leur capacité cognitive future. Donc vous allez avoir des enfants qui sont mal nourris au cours de ces 1000 premiers jours et qui demain ont des problèmes intellectuels. Donc cet accord permet de mettre effectivement en application ce programme qui est déjà en cours mais qui pourra être étendu. Donc c'est ce que nous avons fait. Et par la suite, nous avons lancé le nouveau cadre de partenariat avec la Banque mondiale. Alors c'est un cadre qui est assis sur nos priorités et qui couvre plusieurs secteurs, dont l'agriculture, la transformation digitale, mais qui est surtout orienté vers l'emploi des jeunes. Une fenêtre sur l'actualité sportive, la Coupe du Monde 2026 a connu son épilogue ce dimanche au terme de plusieurs semaines de compétition marquées par de nombreux duels entre les meilleures sélections mondiales. En finale, l'Espagne et l'Argentine se sont affrontés dans une rencontre historique à l'issue de laquelle la Roja a décroché son deuxième titre de championne du monde. Ce choc entre deux nations au riche palmarès est longtemps resté indécis. Retour sur les moments forts de cette finale dans cet élément. La Coupe du Monde 2026 a rendu son verdict. Au thème d'une finale intense disputée au MetLife Stadium, l'Espagne a décroché le deuxième titre mondial de son histoire en venant à bout de l'Argentine 1-0 après prolongation. Un succès mérité pour une Roja qui a dominé les débats de bout en bout et confirmé son retour au sommet du football international. Dès le coup d'envoi, les Espagnols ont pris le contrôle de la rencontre. Supérieurs dans la possession, juste techniquement et parfaitement organisés, ils ont étouffé une équipe argentine contrainte de subir pendant une grande partie du match. Le tournant est intervenu en prolongation avec l'expulsion d'Enzo Fernandez, sanctionné d'un deuxième carton jaune après une faute sur Pau Kubasi. Réduite à 10, l'Argentine a fini par céder quelques minutes plus tard. À la 106e minute, Pedro Porro a trouvé Nico Williams d'un centre précis. L'allié espagnol a remis le ballon de la tête vers Ferran Torres qui a repris son contrôle pour tromper Martinez et inscrit l'unique but de la rencontre. Une réalisation qui a offert à l'Espagne un deuxième sacre mondial, 16 ans après son premier titre. Dos au mur, l'Albiceleste a tenté de réagir dans les derniers instants, mais ses offensives sont restées trop timides. Une dernière occasion, sauvée par Mikel Merino, n'a pas suffi à éviter la défaite. Avec seulement 2 tirs au total et aucun durant le temps réglementaire, les hommes de Lionel Scaloni ont passé à côté de leur finale. Le triomphe espagnol met un thème à la saison internationale et referme par la même occasion le dossier du Ballon d'Or 2026. Les performances réalisées tout au long de la saison et lors de cette Coupe du Monde constituent désormais les principaux critères pour départager les favoris. En Côte d'Ivoire, l'heure est au renforcement du secteur privé. Après plus d'une décennie de croissance économique, le pays ambitionne de faire émerger de grandes entreprises ivoiriennes capables de s'imposer dans les domaines stratégiques, notamment les cosmétiques, l'énergie, le transport aérien et la distribution des hydrocarbures. Le reportage. De la cosmétique à la distribution de pétrole et de gaz, la Côte d'Ivoire mise sur ses champions nationaux pour porter son plan de développement à l'horizon 2030. Ces entreprises sont appelées à devenir des moteurs du développement économique et à soutenir les petites et moyennes entreprises. Donc être désigné champion par son pays, ça donne une responsabilité très forte, déjà une responsabilité d'exemplarité. Ça, dans tous les cas, ça reste le leitmotiv de notre entreprise, de toujours être une entreprise citoyenne et responsable et durable.
Kaira a vu le jour dans un petit appartement à la fin des années 2000. Aujourd'hui, avec 600 employés, elle commercialise ses produits de beauté dans toute l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à Paris et Dubaï. Son directeur général Fodé Yatabaré réclame une accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Maintenant, les obstacles que nous pourrions avoir, c'est avec certains pays africains, surtout en matière de la réglementation et tout ça, parce que les normes entre les pays sont très différents et chaque pays a sa propre norme, donc il faut aller se soumettre à la réglementation de chaque pays et tout. Donc si aujourd'hui la ZLECA pouvait commencer même par la réglementation et puis une norme africaine, donc cela allait beaucoup nous faciliter la tâche. La Côte d'Ivoire reste confrontée à un niveau élevé de bureaucratie et de corruption, figurant sur la liste grise du groupe d'action financière. Les entrepreneurs appellent à une accélération de la numérisation de l'économie. En Sao Tomé et Principe, le président sortant Carlos Villanova a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle, avec 55,94% des suffrages. Selon les résultats officiels publiés par la commission électorale, ce scrutin, marqué par une abstention de près de 59%, précède les élections législatives de septembre qui détermineront le futur chef de gouvernement dans ce régime parlementaire suivant. Le président sortant Carlos Villanova a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle à Sao Tomé et Principe, selon les résultats publiés lundi par la commission électorale. Villanova a remporté le scrutin avec un peu plus de 55% des suffrages exprimés, contre 41,42% pour le député Nito Viegas d'Abreu, issu du même parti et soutenu par son rival, l'ancien Premier ministre Patrice Trovoada. Mais le taux d'abstention, 58,81%, se révèle très élevé. Le chef de l'État ne jouait cependant que d'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des lois. L'essentiel du pouvoir exécutif revient au Premier ministre issu des élections législatives. Après le désaveu de Keir Starmer, l'ex-premier ministre Andy Burnham a pris sa succession aujourd'hui. Plusieurs fois ministre et maire de Manchester, cet élu populaire compte bien réorganiser le pays et fait mieux que ses prédécesseurs. Reçu par le roi cet après-midi, le chef du parti travailliste a été officiellement nommé Premier ministre. Le reportage. Au Royaume-Uni, Andy Burnham est devenu ce lundi le nouveau Premier ministre. Le profil de l'ancien maire du Grand Manchester, surnommé le Roi du Nord, a été proposé par le Parti travailliste après la démission de Keir Starmer le mois dernier. Les députés le considèrent comme le meilleur atout du parti pour contenir la formation politique anti-immigration Reform UK de Nigel Farage. Andy Burnham est devenu Premier ministre après avoir rencontré le roi Charles III au palais de Buckingham. Il doit dans la foulée annoncer la composition de son cabinet et exposer sa vision pour le pays. La relance de la croissance ainsi que la décentralisation des pouvoirs vers les collectivités régionales devraient figurer parmi les thèmes abordés. Dans une interview accordée au Times et publiée dimanche soir, il a également déclaré vouloir tirer un trait sur une décennie de turbulences politiques. Âgé de 56 ans, Andy Burnham est le 6e Premier ministre à s'installer au 10 Downing Street au cours des 10 dernières années. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.